Hop, hein, le live est lancé. Je vais attendre quelques secondes, comme d'habitude, histoire que les gens se connectent un petit peu. Coucou Samuel. Hop. Et oui, t'es dans les premiers, ouais, effectivement. Je vais attendre quelques secondes et puis je vais inviter mes deux auteurs de la soirée, Pierre-Louis et Guillaume. Coucou Anaïs. Hop. Allez, je vais faire la demande d'ajout, sinon on va perdre du temps. Alors, hop. Oui, ça va, j'ai eu un peu de temps, Samuel, mais j'avance doucement mais sûrement. Alors, hop, Guilhem. Guilhem. Ah, pourquoi je peux inviter personne? C'est bizarre. Hop. Alors, effectivement, les notifications ne partent pas. Guillaume, si tu regardes la vidéo, tu peux faire comme Pierre-Louis et demander à participer parce que je n'ai pas la... Ok, j'entends. C'est Oui, parfait. ouais, je t'entends aussi, je te vois, Pierre-Louis, c'est parfait de mon côté. Merci. Hop. Alors, Donc là, je vois que là, on est en direct, du coup. on est en direct, ouais, c'est ça. Tu vois en bas, tu as tous les commentaires et tous les gens qui se joignent peu à peu au chat. Oui, Euh, bonsoir. Bonsoir, Laetitia. Pardon, je commence un peu déjà. il y a pas de souci. Bonsoir, D'ailleurs, Julie. Ça, c'est des gens que pendant je que vous connais. parlerez, ah, tu les connais? Je me disais, ces noms-là, ils me disent rien, là. Si pendant la soirée et pendant que je vous pose des questions, il y a des gens dans le chat qui vous posent des questions, je regarde tout le temps, donc si vous les voyez pas, je vous les poserai en même temps, sans souci. Ok. Alors, juste, Guillaume, hop, pourquoi je ne peux pas t'inviter? Je vais tester des filtres. Je sais pas si ça marche, les filtres là. Je suis en noir et blanc là ou pas? Oui. Incroyable. Ça marche. Alors, attends, hop. Guillaume, je suis nul, je vois pas où je dois demander à participer. Eh ben, il va durer longtemps ce live. Le pire, c'est que normalement, j'ai une notification pour pouvoir inviter, sauf que là, j'ai une personne qui a demandé, Nathalie Rebillard, qui a demandé à participer au live. Du coup, je peux Alors, pas inviter. c'est adorable, c'est quelqu'un qui me suit. Elle est super, mais on fait un live à trois, je crois. Oui. Après, si c'est une autrice, elle sera la bienvenue sur une autre émission, hein, mais. Alors, Guillaume, je n'arrive pas à t'inviter, je ne sais pas pourquoi. Alors, attends, je réessaye. Est-ce que tu te souviens, Pierre-Louis, comment tu as fait pour participer au live, ce que tu as fait comme manip? Bah, j'ai vu un truc qui s'est affiché. Est-ce que j'ai fait une demande? Je sais plus. Ah oui, c'est exactement ça, Guillaume. Oui, c'est parce que tu es sur l'ordi, ça marche pas. Les lives Instagram sur l'ordi, c'est que sur le téléphone. Ah bah non. C'est pour ça, oui. Effectivement, c'est le genre de truc que je précise quand je lance la nuit des auteurs en début de saison, mais je le précise pas après. Effectivement, Ouais. c'est que sur le téléphone. C'est pour ça que je peux pas te demander en... Hop. Ouais, j'ai bien ta demande, Guillaume, mais si t'es sur l'ordi, ça marchera pas. Non. C'est Bon, pas on grave, on attend. va attendre. On a le temps. Oui, on va attendre quelques secondes et ça va le faire. Avec grand plaisir. Bon, en tout cas, c'est cool que tu aies accepté, Pierre-Louis. Ça me fait vraiment plaisir. Et Bah j'ai écoute, pas moi mal de c'est. choses à te dire en plus, donc c'est cool. Oula. J'espère que ça va aller. Mais oui. Ah, c'est bon, Guillaume, j'ai ta demande. Normalement, ça devrait le faire. Je viens de l'accepter. On va voir si ça marche. Et là, il a 2% de batterie. Voilà, c'est bon. Si, c'est Je bon. suis là. Incroyable. Alléluia. Ah, c'est parfait. Il y a On pas de est- souci. Ah Oui, ouais, excuse-moi. c'est. Oh non, mais après c'est pour ça que je me suis douté que
c'était possible que ça vienne de là. Ouais, j'ai J'ai pas mis le pensé temps à à te dire tilter, ça. mais après, Non, mais c'est parfait. Bah, je te remercie du coup, Guillaume, d'être là aussi ce soir, d'être présent pour parler un peu de tes livres. C'est cool. C'est super. avec plaisir. Merci à toi pour l'invite. Bah, avec grand plaisir. Histoire de pas perdre les gens qui sont dans le chat et pas perdre trop de temps, on va commencer maintenant. On va faire un petit tour de table. Je vais vous laisser vous présenter assez rapidement à tour de rôle, me dire qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie, tout ce qui vous concerne en dehors de l'écriture et de la lecture qui viendra après, qui vous êtes, tout simplement. Je vais commencer par toi, Pierre-Louis. Vas-y, je te laisse la parole. Oula, grosse pression. Alors, je m'appelle Pierre-Louis, j'ai plusieurs casquettes, disons. Donc, j'ai la casquette d'auteur, j'ai la casquette de prof de musique en collège, et puis la casquette d'auteur, compositeur, interprète dans un duo qui s'appelle Cassandre. Oui, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps et je me suis fait engueuler par des followers qui me disent mais tu savais pas? J'ai dit ben non, j'avais pas fait gaffe. Ah, c'est gentil. Du coup, j'ai été voir la page et je me suis dit mais en fait, il est connu ce monsieur, il a pas besoin de la vie Non. des auteurs. Non, je mélange pas trop les casquettes en général. Ça marche. Et toi, Guillaume? Eh ben, moi, je suis Guillaume Rull, j'ai 33 ans, je suis auteur, mais pas uniquement, puisque ça ne suffit largement pas à me nourrir, ou alors ça me ferait perdre beaucoup de poids. À côté de ça, je suis fonctionnaire territorial, je travaille dans la santé sécurité au travail dans une communauté de communes. Donc, je regarde les gens bosser, je leur dis que c'est dangereux, quoi. Ok. Pas mal. C'est dur? Pour moi, non, mais pour eux, oui. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que c'est varié et que ben, c'est prendre soin des autres d'une certaine manière. Comme on passe 8 heures par jour au boulot, ben, c'est important de la santé sécurité au travail, c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, C'est ce clair. que je fais à côté de l'écriture. Puis après du sport, je cours pas mal. Je sais que ça parle à Franzo du coup. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai vu que tu faisais du vélo aussi, je crois. Ouais, bah oui, tout ce qui est sport où on prend du plaisir quand ça s'arrête, c'est ce que j'aime. Ok. Pas mal. Donc du coup, on est 3 fonctionnaires ce soir, si j'ai bien compris. Oula. C'est ça. Alors, je suis pas vraiment fonctionnaire. En Suisse, c'est un peu différent. Ah oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Je suis embauché par le canton. D'accord. Voilà. Un cantonnier, c'est une forme de fonctionnaire. Hein, Parfait. Bah écoutez, par rapport à ces petites présentations, c'est parfait. On va passer du coup au gros du sujet. Je vais vous interroger du coup sur vos univers. Cette fois, je vais commencer par toi, Guillaume. Du coup, tu me corriges si jamais je fais une erreur. Il n'y a pas de souci. Tu me dis. Mais tu es auteur de nouvelles, de poèmes, de textes au format court, mais aussi de romans. Ce soir, je voudrais t'interroger sur une de tes parutions, un recueil qui s'intitule Écrits du pays de l'imaginaire. Alors, je crois que c'est publié chez Les Plumes de l'Ours, mais je connais pas encore cette maison d'édition. Tu nous en parleras peut-être après. Est-ce que tu peux nous parler au moins de ce texte, nous dire de quoi ça parle, à qui il s'adresse, quels différents textes il contient en fait ce recueil exactement? Donc, en effet, Écrits du pays de l'imaginaire, c'est un recueil de nouvelles et de poèmes. Les plus anciens, quand je les ai écrits, j'avais 15 ans. Les plus récents, c'était quand j'avais à peu près 32 ans, c'est-à-dire l'année dernière, grosso modo. Les Plumes de l'Ours, c'est logique que tu connaisses pas, puisqu'en fait, c'est moi. Je suis en auto-édition, mais c'est plus classe d'avoir un logo. Donc, je me suis nommé Les Plumes de l'Ours, à la fois pour le côté poétique, des ours avec des plumes, ça court pas les rues. Et puis voilà, comme je viens des Pyrénées, l'ours c'est quand même un animal qui me parle un peu. Et puis en plus c'est sympa, un ours c'est à la fois la bête sauvage, mais c'est aussi le nounours qu'on a quand on est petit et même pourquoi pas plus grand. Donc j'aime bien tout ce côté mélange des genres un peu. Donc je trouve ça assez poétique aussi. L'ours est lui-même poétique, donc voilà, c'est pour ça Les Plumes de l'Ours. Okay. Et le recueil en lui-même, donc comme je le disais, c'est des textes que j'ai écrits de mes 15 à mes 32 ans. Il y a un peu de tout, c'est très hétéroclite. Ça peut être
un western, ça peut être quelque chose d'introspectif, ça peut être de la poésie, ça peut être la description d'un paysage dans la tempête. C'est vraiment très varié. Voilà, c'était après avoir écrit mes 2 premiers romans, j'avais tous ces textes-là dans les tiroirs. Et comme je galérais à avancer sur mon 3e roman, je me suis dit, en attendant, pour que ma fanbase ne soit pas trop en manque, je vais en profiter pour faire un recueil de nouvelles et de poèmes. Et parce que voilà, tous les textes dont j'étais suffisamment fier pour estimer qu'ils méritaient d'être lus, et qu'ils pouvaient être lus, j'avais envie de les partager aussi. Donc voilà. Je les ai laissés, je les ai pas retouchés sur le fond, sur la forme. S'il y avait des fautes d'orthographe, ce genre de choses, j'ai pu corriger. Mais j'ai pas touché au reste, justement pour garder un peu aussi qu'on voit l'évolution de ma plume, parce que c'est intéressant de voir justement les choses qui sont communes entre ce que j'ai écrit il y a 17 ans ou 18 maintenant et ce que j'ai écrit l'an dernier. De voir les similitudes, de voir c'est ça. Et c'est paradoxal. Des fois, il y a certains textes que je trouve plus matures dans ce que j'avais écrit jeune, et vice versa. Il y a des scories que j'ai corrigées dans mon style. Après, scories, j'entends. Je veux dire, c'est pas non plus des écrits ados brouillons non plus. C'était des choses quand même suffisamment travaillées pour être dignes d'être publiées, j'espère. En tout cas, personne s'en est plaint pour l'instant. Mais voilà, c'est tous ces textes-là qui étaient quand même que j'estimais finis à l'époque. Je voulais qu'ils restent finis pour l'époque. Enfin voilà, je voulais pas lisser les choses et les relire les réécrire avec ma plume d'aujourd'hui, qui aurait perdu en naturel, en sincérité aussi. Parce que ce qui était sincère il y a 18 ans, ce que j'avais vécu, ce que j'avais écrit avec mon vécu de l'époque. Forcément, si je le reprends aujourd'hui, il y a des choses qui ont évolué. Oui, c'est sûr. Et donc voilà. Et après, vraiment, au niveau des styles, ça va vraiment de tous les styles. Il y en a même un d'horreur un peu gore à la fin. Enfin, c'est très varié. Du coup, il y en a un seul d'horreur gore. C'est tout public ou du coup, parce que si tu dis qu'il y a de l'horreur gore, est-ce que des jeunes personnes peuvent lire? Alors il y a des textes difficiles. Alors celui d'horreur gore, c'est disons qu'il y a un paragraphe qu'il faut avoir l'estomac accroché, mais c'est tout. Et après, sinon il y a quand même des textes assez puissants. Il y en a un qui se passe par exemple dans les tranchées. Je veux dire, dans l'absolu, je serais bien en peine de dire à partir de quel âge on peut. Je veux dire, ça dépend aussi beaucoup des individus. Moi, je sais qu'il y a des choses que je lisais à 10-11 ans qui étaient particulièrement difficiles et ça me dérangeait pas plus que ça. Enfin, je prenais plaisir à les lire, ça me choquait pas. Donc, je suis bien en peine. Après, par contre, oui, il y a quand même beaucoup de textes qui demandent un minimum de maturité, mais qui nécessitent pas forcément des trigger warnings avant chaque nouvelle. Dans tous les cas, j'en ai pas mis. Non, après, je préfère dans la discussion, parce que la plupart du temps, mes livres, je les vends sur des salons ou dans des rencontres, et en échangeant avec les gens, je vois bien s'il y a des choses où je dois les prévenir. Mais sinon, globalement, non, je pense pas que ce soit des choses qui nécessitent des trigger warnings. Et puis, dans tous les cas, les trigger warnings, c'est pas un truc dont je suis très friand. Parce que enfin ça on peut en débattre après, ou à la suite, mais je trouve que c'est dommage des fois de savoir ce qu'il y a, parce que on peut nous-mêmes se censurer dans notre lecture en disant non, ça va pas être pour moi, je risque d'être choqué, et passer à côté d'une belle surprise en fait. Il y a des choses qui peuvent comme ça on se dit mince, ça va me choquer, alors qu'en fait la façon dont c'est abordé, dont c'est traité, finalement va peut-être me plaire. Et voilà, c'est pour ça que je suis pas un grand fan des trigger warnings. Dans ton recueil, on trouve essentiellement des nouvelles, mais est-ce qu'il y a des poèmes du coup dedans? Ouais, il y a aussi pas mal de poèmes, parce que tout simplement c'est par ce biais-là que j'ai commencé l'écriture. Mes plus vieux souvenirs d'écriture, c'était quand j'étais à l'école primaire, je dirais CE1 à peu près.
où à un printemps des poètes avec l'école, on avait été à la bibliothèque, on avait les bibliothécaires avaient sélectionné des livres et on piochait dedans des phrases qui nous plaisaient, on les écrivait sur des petits bouts de papier qu'on avait découpés et à la fin on avait tous mis en commun tous les papiers au milieu de la table et à la fin on piochait chacun et on composait notre poème. Donc j'ai fait ça dans la journée, ça m'a beaucoup plu et le soir j'ai fait la même chose mais en écrivant mes propres phrases. Super. Et c'est comme ça que j'ai pris goût à l'écriture. Donc j'ai très longtemps écrit quasi que de la poésie. Et ensuite j'ai eu ma période où j'ai essayé d'écrire du rap, mais j'avais pas le talent pour ce type d'écriture-là et encore moins pour l'interprétation. Et après, petit à petit, les poèmes sont devenus des textes, des textes en prose, puis petit à petit, de fil en aiguille, des romans. Et voilà, c'est toujours quelque chose qui me fait plaisir. Je vais être honnête, c'est un peu pour ça que je vous avais réunis ce soir. Tony aussi qui est pas là, mais qui aurait dû être là. C'est parce que justement vos trois profils étaient un peu complémentaires, pas forcément dans le genre littéraire, mais par rapport à la poésie, la magie des mots, la sensibilité qu'il y a derrière la plume. C'est quelque chose qui vous réunissait tous les trois, et du coup qui vous réunit toi et Pierre-Louis par rapport à ça. On en reparlera un petit peu après, mais oui, je suis content d'avoir ce genre d'auteur ce soir. C'est vraiment quelque chose. Et puis la poésie, même dans mes romans, la poésie elle reste présente déjà parce que je pense que j'ai une plume assez poétique. Et en plus, par exemple dans Le Marcheur, mon premier roman, tous les 5 chapitres, il y a une poésie, soit de moi, soit de poètes légèrement plus connus. Comme Baudelaire, Aragon, enfin voilà quoi. Ok. Je pense que ça, donc, voilà, fait sens auprès de Pierre-Louis et dans mon deuxième roman Nuit, ça termine par une poésie aussi. Donc voilà, ouais, j'ai toujours quand même un lien avec la poésie qui. D'ailleurs, j'ai une question à te poser, Guillaume, par rapport à la poésie. C'est un genre qu'on voit pas beaucoup passer sur les réseaux, sur le Booksta en tout cas. J'ai l'impression que c'est un genre qui est difficile à défendre et qui pourtant fait la richesse de la langue française. Tu vois, la poésie, c'est quand même notre culture, tu vois, à la base. Et j'ai l'impression qu'en tant qu'auteur, c'est difficile à défendre. Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est vrai? Et alors, j'ai l'impression que quand on en parle comme ça au quotidien, c'est en effet assez vrai. Les gens sont, parce qu'après on a tous été entre guillemets, enfin tous été non. Moi, j'adorais quand on faisait de la poésie au collège et au lycée, mais beaucoup de gens ont été un peu traumatisés entre guillemets par la poésie au collège et au lycée. Parce que on est grosso modo le fait d'obliger les gens à lire et à analyser derrière, c'est pas forcément le truc le plus fun. Même si voilà, enfin moi comme j'aimais, ça me dérangeait pas, mais je pense que ça a pu refroidir pas mal de monde et donc il y a ce premier frein. Mais en même temps, en salon, j'ai remarqué que la poésie se vend bien. En tout cas, les personnes qui font que de la poésie, que des recueils de poésie, ont du public. Et ouais, en fait, auprès des gens qui viennent en salon, j'ai l'impression que au final, c'est pas un genre si mal aimé. Donc, c'est un peu paradoxal. C'est intéressant. Est-ce que tu dirais que tout le monde peut se mettre à la poésie ou pas en tant qu'auteur? Moi, je pense que oui, parce que alors, la poésie, elle a déjà des formes hyper variées. Parce que c'est spontanément on pense à des rimes et des vers grosso modo avec même des nombres de pieds régulés, etc. C'est pas forcément le cas, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être de la prose, ça peut être des vers mais sans rime, il peut y avoir des pieds libres, c'est pas quelque chose de figé, donc déjà le format est quand même vachement libre. Les thèmes à aborder en poésie sont aussi infinis. Et pour moi, ce qui fait la poésie, c'est en gros une certaine recherche du beau. Je sais pas si, en gros, c'est que ce soit dans le fond ou dans la forme, c'est la mise en valeur du beau, que ce soit les beaux mots, les belles sonorités ou des angles pour faire ressortir la beauté des thèmes. Par exemple, si je prends À une charogne de Baudelaire, qui est quand même la description d'un cadavre en putréfaction.
on cherche la beauté dans ce cadavre. C'est un peu ça qui définit la poésie. Et donc, à partir du moment où on met en avant la beauté, et qu'il y a une recherche tant sur le fond que sur la forme au niveau de la beauté, je pense que à partir du moment où on met l'accent sur ça, on fait de la poésie. Donc, Comment tout le tu monde peut en faire. et comment tu t'es toi entraîné par rapport à ça pour améliorer ton style, pour progresser au niveau de la plume quand on est poète? Je ne sais pas si je me suis entraîné. C'est en fait, alors en écrivant déjà, je pense que c'est le seul entraînement qui soit possible. C'est-à-dire en écrivant, en voyant aussi comme tout le monde, dans ce qu'on lit, il y a des choses qui nous plaisent, sans parler de les imiter, mais réussir à s'en inspirer, à prendre, à piocher ça et là ce qui nous plaît, pour se créer son propre style, parce que voilà, on est le fruit de nos expériences et de nos lectures. Et et pas hésiter à se lancer. En fait, je pense que le principal frein dans la poésie, c'est de se freiner, de s'arrêter en chemin. Des fois, faut pas hésiter à avancer, à revenir, à réessayer. Moi, des fois, par exemple, si je cherche à me lancer un défi avec des alexandrins, des octosyllabes, des hémistiches qui riment entre elles, des rimes riches, etc., ou des assonances riches, multisyllabiques, etc. C'est des contraintes que j'aime me mettre. Je peux avoir un premier jet qui me plaît pas, qui sonne mal. Moi, je me lis beaucoup à l'oral. Je me relis beaucoup à l'oral, et que ce soit d'ailleurs dans mes romans ou dans la poésie. Et ce qui me fait dire que là, oui, la phrase elle est bien écrite, c'est qu'elle sonne bien à mes oreilles. C'est qu'elle est fluide, qu'il y a du rythme, qu'il y a quelque chose qui accroche l'oreille. Donc ouais, en me relisant, des fois, alors que j'avais un schéma de rime tout tracé, je suis obligé de le remodifier totalement. Et voilà, c'est retravailler son texte. Sur la poésie, ça peut être vraiment nécessaire d'y revenir plusieurs fois. Et voilà, je sais pas du tout si ça a répondu à ta question, mais Si, c'est parfait, c'est super intéressant. Après, je connais pas tous les mots que tu as utilisés. Je me suis arrêté à Alexandrin. Après, j'ai pas hémistiche, compris. c'est par exemple dans un alexandrin, les hémistiches, c'est-à-dire grosso modo les pauses au milieu du vers, les pauses sonores. On peut les mettre soit au bout de 4 pieds et 4 pieds, soit au bout de 6 pieds. En gros, c'est la moitié du vers. Souvent, c'est à peu près là qu'est l'hémistiche. Ou le tiers. C'est ça. Pour l'alexandrin, ça peut être la moitié ou le tiers. Pour les octosyllabes, ça va plutôt être souvent la moitié. Décasyllabes aussi. Enfin, voilà. Ok. Excellent. Les profs de français dans le chat sont en extase. Oui, Quentin. Il faut remercier Guillaume. Dieu sait que je suis pas je m'en mêle souvent, par exemple les assonances, les allitérations, très 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 longtemps je confondais les deux. Et il y a des mots de temps en temps qui me reviennent, comme quoi les cours de français des fois ça sert à retenir des choses sans savoir qu'on les retient. C'est vrai. Guillaume, je voudrais revenir sur ton recueil dont on parlait, c'est écrit du pays de l'imaginaire. Si on souhaite se le procurer, tu m'as dit tout à l'heure que du coup les plumes de l'ours c'était toi, tu étais en auto-édition. Comment on fait pour se procurer ce recueil ou tes autres ouvrages à côté? Tu as une boutique? Explique-moi. Ouais, j'ai un site internet avec un lien vers ma boutique. Donc ça c'est pour les livres physiques, c'est le chemin le plus facile, notamment pour le recueil. De toute façon, il est qu'en physique, il n'est pas en livre numérique. Après, j'ai aussi sur Amazon pour les versions numériques de mes 2 romans. Et dans tous les cas, j'ai un Linktree en description sur Insta. Donc, il y a tous les liens dessus. Et voilà, faut pas hésiter à y aller. Tu fais des envois dédicacés? Ouais, il suffit de me demander, de m'envoyer des messages, il n'y a pas de souci. Oui, après, je dis via la boutique, ça peut très bien être aussi en message privé, il n'y a pas de souci. Je fais feu de tout bois. Parfait. Hop, je regarde juste les petits commentaires du chat, mais je crois qu'on est bon. Eh ben, parfait. Je vais passer à toi, du coup, Pierre-Louis.
Pareil que pour Guillaume, si je dis quelque chose, une erreur, tu me reprends sans aucun souci. Tu es l'auteur d'un tout premier roman qui n'est pas encore publié, Hélion et l'harmonie perdue. Oui. Je crois même à l'heure à laquelle on parle, il est encore en soumission auprès de maisons d'édition, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, et puis il y a autre chose que je fais dessus, mais oui. Ok, tu nous en reparleras alors du coup, si tu veux, si tu le souhaites. En attendant la future bonne nouvelle, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette histoire, nous dire de quoi ça parle, son genre, à quel public il s'adresse? Alors, déjà, je voulais remercier Guillaume parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'il a raconté. Et si on avait toute la soirée, on pourrait encore parler vraiment de plein de choses. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter plus tard. Du coup, pour en revenir à mon premier roman qui s'appelle Hélion et l'harmonie perdue, c'est un roman, disons, très personnel qui est dans le style de la fantasy, que je pensais dédié à du young adult. Et puis en fait, je me suis rendu compte en écrivant un deuxième roman qui s'adresse plutôt à la jeunesse, donc entre 9 et 12 ans, et en relisant après quelques passages de Hélion et l'harmonie perdue, parce que j'aime bien en fait faire des vidéos où je lis des extraits en attendant de trouver un éditeur ou de l'éditer moi-même. C'est comme ça que je t'ai découvert d'ailleurs. Ok. Et du coup, en fait, en me replongeant dans le texte d'Hélion et l'harmonie perdue, je me suis dit, oh là là, mais il y a plein d'emphases, c'est des longues phrases, il y a quelque chose de très poétique, mais je trouvais, par rapport au deuxième roman que je viens de terminer, qui s'appelle Dans les nuages, qui est pour un public plus jeune, mais malgré tout, je trouvais que dans Hélion et l'harmonie perdue, c'était vraiment, voilà, je me suis dit, je pense que je vais perdre un bon nombre de personnes en étant dans quelque chose de très poétique. Donc, là, je suis dans une phase où je réécris totalement le roman en le rendant plus incisif, en le rendant plus direct et en le rendant plus accessible et en le tournant vraiment vers quelque chose de plus ado, parce que c'est clairement là que je veux viser. Et du coup, je coupe les phrases. Enfin, vraiment, je fais des phrases beaucoup moins longues, des incises beaucoup moins longues aussi. Parfois, j'en mets pas, ou je mets juste la ligne d'en dessous, ce que le personnage fait à ce moment-là. Enfin bref. Mais du coup, tout ça pour dire que Hélion et l'harmonie perdue, c'est un roman que j'ai terminé en mai dernier et il est encore en soumission à l'heure actuelle. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu une réponse négative, mais donc ce qui prouve que bon, voilà, ça fait presque un an et que j'ai encore des réponses qui arrivent. J'en ai encore peu, on va dire, qui devraient arriver. J'avoue que bienvenue au club, hein, j'ai envie de dire. On passe tous par là, t'inquiète pas. ouais, non, mais ouais, vraiment, je ziote pas mal de monde et je me rends compte que il faut savoir être patient dans ce métier et c'est compliqué. Mais, tout à fait. Mais après, je retourne dans d'autres projets. Enfin, comme je disais tout à l'heure, j'ai la casquette du duo musical Cassandre. Enfin voilà, j'ai d'autres choses qui me permettent aussi de m'échapper. Donc c'est vraiment très chouette. Et pour en venir à ce roman, donc juste pour le synopsis, c'est tout simplement l'histoire d'une reine qui s'appelle la reine Ella, qui dirige un royaume qui s'appelle Terra Harmonia, et elle a un don. C'est de répandre la magie musicale dans tout le royaume. Et tous les solstices d'été, une fois par an, elle chante pour son peuple et elle répand l'harmonie dans tout le royaume. Et donc tout le royaume devient musical en fait et harmonieux. Et tout le monde est vraiment en paix et en symbiose avec l'environnement, avec ses pairs, etc. Et un beau jour, un solstice d'été en particulier, juste après, elle donne naissance à son fils qui s'appelle Hélion. Et le lendemain matin, elle se réveille et elle a perdu sa voix. Et tout le monde s'interroge, que s'est-il passé? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que c'est une personne mal intentionnée qui a fait quelque chose? Et rapidement, la rumeur enfle que ce serait peut-être le prince nouveau-né qui est responsable de cette malédiction. Et on va après retrouver notre prince 17 ans plus tard. Et l'aventure commence comme ça. Super. Voilà, on reconnaît là le musicien même dans le thème du bouquin. Ouais. Oui, alors clairement, parce qu'en fait c'est un livre que j'imagine aussi avec des chansons et j'ai déjà commencé à composer certaines chansons du livre parce que dans ma tête, alors voilà, tu parlais d'auto-édition tout à l'heure, Guillaume, et je suis de plus en plus tourné vers l'auto-édition sur ce projet-là parce que je pense que c'est un projet un peu spécial, un peu à part, et je pense que je vais finir, j'en sais rien encore, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une maison d'édition qui soit intéressée, que le projet qui me propose m'intéresse, etc. J'en sais rien, j'en suis pas là. Mais en tout cas, c'est un projet qui pour moi
va vivre de deux manières, à travers le livre qui sortira et aussi à travers, j'imagine, des QR codes en fait qu'il y aura dans le livre et les Ah oui, pour lecteurs basculer pour la musique, pour écouter. pour écouter la chanson ouais. du chapitre en question, etc. Et un peu comme un Disney, quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est un film. On pourrait imaginer un film avec des chansons qui ponctuent l'action, etc. Et voilà où on est le projet. Donc c'est vrai que j'ai composé pour l'instant. C'est un livre qui a pas mal de chansons, enfin qui aurait pas mal de chansons. Il y en a certaines dont les textes sont dans le livre. Et puis il y a des chansons qui sont juste évoquées par rapport à l'action, etc. Mais les paroles ne sont pas du tout mentionnées parce qu'elles sont pas importantes à ce moment-là. Elles n'ont pas d'impact sur l'histoire. Mais il y a certaines chansons phares dont les textes sont déjà dans le livre. Et donc j'ai déjà composé notamment une chanson phare du protagoniste qui s'appelle Libre comme l'air. Et puis là je travaille sur un air qui est très important dans le livre, qui est plus un air ancestral, etc. Enfin voilà. C'est un one-shot? Non, je l'envisage comme une duologie. Okay. Après, l'idée de partir sur ce deuxième tome m'effraie énormément parce que quand je vois tout le boulot que ça m'a demandé de faire ce premier tome et de repartir sur la réécriture, je me dis waouh, quel boulot. Je me dis mais est-ce que je serais capable de faire un deuxième truc aussi énorme, parce que c'est un pavé quand même. Alors là, ce sur quoi je suis content, c'est que en me remettant à la réécriture de ce projet, dans ma tête, c'est effectivement d'être plus efficace dans l'action et dans ce qui s'y déroule, et aussi donc de gagner des caractères, des mots, parce que clairement 136 000 mots, je pense, pour ce projet-là, c'était beaucoup trop. Et donc là, j'en suis à peu près à la moitié et je suis déjà tombé à 126 000 mots. Donc j'ai déjà perdu 10 000 mots. Ah ouais, c'est une belle coupe. Ok, ouais. Ouais, c'est voilà. Alors évidemment, je fais un peu l'impasse sur les moments un peu lyriques, etc. Où voilà, on pourrait s'extasier 3000 ans sur le vent qui fait le bruit du flux de traversière. Mais on va pas s'arrêter là-dessus et on va avancer dans l'action, quoi. Ok. J'ai Anaïs qui dit: j'adore l'idée des chansons, ça donne un côté très immersif. J'avais eu l'occasion de lire un livre avec quelques chansons écrites par l'auteur. Ah, bah alors j'étais pas du tout au courant, parce que si on peut avoir le nom du livre, ça m'intéresse énormément. Merci beaucoup pour le partage. Et Ouais, oui, Anaïs, donc voilà. n'hésite pas, ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un roman déjà qui est très personnel, parce qu'il part en grande partie de mon histoire personnelle que d'une certaine manière j'ai fondu dans cet univers fantasy. Et puis voilà. Et donc là, je travaille. Là, j'ai fini un deuxième roman, mais qui n'a rien à voir. C'est plutôt pour une collection, une série de romans d'anthologie sur une thématique toujours reliée à la magie. Ça marche. Et je voulais te poser comme question, Père Louis, est-ce que c'était une évidence pour toi de mêler l'écriture à la musique? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé directement quand tu as commencé à vouloir écrire cette histoire des lions? Alors, je t'ai pas écouté parce que j'ai vu le message. Anaïs, elle dit justement, c'est celui de Tony qui devait être là ce soir. Ok. Et ok, mais il faudrait que je fouille un petit peu alors, volontiers. Ah oui, c'est vrai. Oui, Tony D'Acosta a écrit Ombre et Lumière, et effectivement, il y a des musiques, il y a une playlist qui est rattachée à son histoire, c'est vrai. Donc c'est une playlist de chansons qu'il a écrites pour le livre, ou c'est des chansons qui sont reliées, enfin, qui est reliée à l'ambiance, quoi. Il me semble que ouais, voilà, Ombre et Lumière. Je crois que c'est des musiques qui sont reliées, mais c'est pas lui qui les a composées ou chantées. Ok. C'est une playlist qu'il a dû écouter qui lui fait penser du coup à certains moments de son ouvrage. Ok. Alors pardon, du coup j'ai oublié ta question. Oui, je disais en fait, est-ce que ça a été une évidence pour toi quand tu t'es lancé dans l'écriture des Lions de mêler l'écriture à la musique? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé direct? C'était une évidence ou pas forcément? Alors de toute façon, ce roman était dans un univers musical, c'est-à-dire que voilà, le fondement de cet univers, c'est la musique et l'harmonie entre les êtres grâce à la musique. Donc c'était musical. Et puis après, en fait, c'est en l'écrivant, je me suis rendu compte, il fallait bien que j'écrive les paroles, par exemple, je sais pas, c'était naturel pour moi. Après, je suis musicien et j'écris des chansons à la base, donc c'est vrai que écrire des chansons pour moi c'est naturel et je le fais. Voilà, c'est plus naturel que d'écrire un roman en tout cas pour l'instant. Donc c'était effectivement assez naturel et je me suis pas dit tiens. C'est assez atypique, j'ai trouvé. C'était juste que c'était normal pour moi en fait.
Et tu nous as parlé tout à l'heure d'un autre ouvrage avec des nuages. Je sais pas le titre exact que tu as dit. C'est Dans les nuages. C'est un roman plutôt pour les jeunes de 9 à 12 ans. Empreint de musicalité ou pas forcément cette fois? Pas du tout. Ok, ça marche. D'accord. Non, c'est vraiment. Voilà, c'est un roman qui contemporain, donc du coup, qui se passe dans le monde réel et donc pas du tout dans un royaume enchanté, etc. Et puis en fait, on suit les aventures d'un petit garçon de 10 ans qui rêve qu'il peut voler jusqu'au jour où il peut. Très bien. J'ai une dernière question, Pierre-Louis. Comment ça a été à quel moment que tu as eu le déclic parce que ça fait un moment que tu es dans le champ, d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce qui, tout d'un coup, tu t'es dit, c'est le moment d'écrire cette histoire-là? Ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir écrire un roman? Alors, le déclic pour écrire un roman, alors, à l'époque où je faisais déjà des chansons, j'avais aussi quand même ce goût de l'écriture, j'avais tenté, voilà, j'avais des idées, des scènes, etc. Donc, je les écrivais. Et puis, à un moment donné, je me retrouvais tout le temps bloqué, vraiment complètement bloqué, parce que je me dis, bon, ok, ça c'est très joli, mais qu'est-ce qui se passe après? Et puis, je sais plus quand, il y a 2-3 ans, je me suis repenché dessus, et puis je me suis beaucoup documenté sur la manière j'ai écouté des podcasts, j'avais beaucoup écouté le podcast de Licard, c'est Devenir écrivain, je crois, un truc comme ça, par Lucie Castel. Et ouais, vraiment, c'est très intéressant comme podcast en vrai. Hyper enrichissant. Et puis du coup, à chaque fois que j'allais au travail, je mettais le podcast, puis j'écoutais, puis je trouvais ça très très intéressant. J'ai aussi lu L'autopsie du scénario. C'est un auteur américain, je sais plus comment il s'appelle, Tony quelque chose, qui décortique vraiment comment on construit un scénario. Mais moi, j'avais déjà commencé Élion à ce moment-là, et vraiment. J'avais une autre histoire en tête, une histoire qui se passait à Paris, et puis après on basculait dans un monde parallèle, etc. C'était à l'époque où j'habitais encore à Paris. Et puis en fait en 2023, je sais plus pourquoi, enfin je sais plus comment, je me suis rendu compte que la vraie histoire que je voulais sortir de cette histoire que j'étais en train d'écrire était ailleurs. Et donc j'ai basculé totalement dans Élion et l'harmonie perdue à ce moment-là pour raconter l'histoire de cette reine qui a perdu sa voix à la naissance de son fils. Voilà. Ok, très bien, super. Très intéressant. Et puis, moi, je sais que je suis nul en musique. Vraiment, je suis une bille. Mais c'est un de mes fantasmes d'écrivain, d'écrire un livre qu'on puisse chanter. Du début à la fin. Ouais. Que en le lisant, on se dise pas, tiens, c'est une chanson, mais que si on se met à la chanter, ça en soit une. Bon, c'est peut-être pas pour demain, mais peut-être. C'est un sacré défi en tout cas, parce que j'ai envie de dire les poèmes, c'est possible, mais alors un livre complet, un roman. Ouais. C'est pour ça que je parle de fantasme plus que d'autres choses, plus que de projets. Oui, tout à fait. Et puis je suis pas sûr que ce soit intéressant de bout en bout de lire un livre en chantant. Tout à fait. Voilà. Après, pour un audiobook, ça peut être génial. Oui, mais le roman complet. C'est un album. Ouais, alors un gros album, ce qui fait 100 000 mots, ton livre. Double CD. On n'en est plus au CD, hein. C'est ça. Franchement, la première fois que je t'ai entendu, Pierre-Louis, quand tu as commencé à proposer tes extraits à l'oral, tu chantais en même temps que tu lisais, etc. Je me suis dit, mais on n'a pas vu ça sur le Booksta, c'est hyper novateur, quoi. J'ai trouvé ça génial. Alors ça, je me rends pas compte sur la durée de tout un roman. Effectivement, ça peut-être être long, mais je trouve ça tellement super et original que franchement, moi, j'adore. Merci beaucoup. C'est intéressant parce qu'en fait, mon roman, le premier tome, du coup, commence dans cet univers musical. Donc, évidemment, le récit, etc., décrit quelque chose. En tout cas, dans les descriptions, on sent que la musique est partout. Et toutes les conversations sont chantées. Et donc, comme elles sont chantées, il fallait à chaque fois que alors sans me prendre la tête avec les alexandrins, etc. On est d'accord, on est quand même un peu libre quand on chante du dialogue, disons. Et du coup, je faisais toujours en sorte quand même que les choses rimaient, parfois des manières un petit peu empoulées. Mais tous les 3 premiers chapitres, toutes les répliques sont des répliques qui sont censées être chantées. J'ai effectivement mis 1 ou 2 passages qui étaient chantés dans mes lectures sur TikTok et Instagram. Mais je me suis dit, ouf, après le
après le 3e chapitre, quand on arrive 17 ans plus tard, on est dans un univers qui a bien changé depuis. Et du coup, là, j'ai un peu respiré parce que c'est quand même hyper lourd de tout imaginer et que tout imaginer en musique. Et donc, j'ai trouvé que les 3 premiers chapitres étaient importants pour ça, pour montrer d'où on vient dans cette histoire, une sorte de prélude, pour arriver après 17 ans plus tard dans un monde qui a totalement changé, qui n'a plus du tout de musicalité, avec beaucoup plus d'obscurité, on va dire, parce que la magie de la reine n'est plus là. Et à partir de là, voilà, c'était quand même beaucoup plus fluide. Mais les 3 premiers chapitres ont vraiment été un défi pour moi sur ça. Et ça va être aussi un énorme défi pour le 2e tome, parce qu'il y aura toujours cette dimension musicale qui sera là. Et j'espère, j'ai pas encore du tout la trame complète, mais j'espère vraiment qu'il n'y aura pas trop de moments où le royaume sera enchanté. C'est toi le chef, hein, c'est toi qui décides. Ouais, donc voilà, je me suis pas encore lancé en 2e tome. J'ai, on va dire, la trame, l'antagoniste, des grands événements, mais j'ai pas du tout encore l'histoire. Mais en tout cas, la fin du 1er tome s'ouvre vers quelque chose et on se dit, ah, ça sent mauvais. Ça marche. Bah, du coup, ça va me permettre de rebondir sur vos prochains projets. Guillaume, je voudrais savoir tes actualités. Est-ce que tu es sur de nouveaux projets actuellement? Est-ce que tu peux aussi après nous donner les réseaux sociaux sur lesquels on peut te contacter, même si tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, et si tu fais des salons aussi? Ok. Donc, alors, oui, la première question de mes projets en cours. Waouh. Donc, ouais, c'est le soir. Donc, mes projets en cours, il y a mon 3e roman, Bulle, qui est en cours de relecture, on va dire, de relecture un peu plus avancée, que j'aimerais, dans l'idéal, pouvoir sortir d'ici ou pendant l'été. Ok. Ah oui, donc c'est proche. Ouais, oui. Après, si c'est pas là, ça sera pas là. Mais c'est un peu c'est ce que j'aimerais bien. Donc le texte est totalement fini, déjà relu une première fois par ma compagne, puis premièrement corrigé. Et puis là, je l'ai envoyé à quelques collègues d'une association d'auteurs auto-édités, les plus indépendantes d'Occitanie. J'en profite pour leur faire un coucou. Super. Et donc, j'ai demandé à 3 personnes de me donner leur avis. Je sais pas si on peut vraiment parler de bêta lecture, mais en tout cas, voilà, d'avoir quelques retours. C'est un projet Est-ce que ta compagne, elle est neutre quand elle te fait des retours de bêta lecture? J'espère. En tout cas, je lui demande de l'être. Non, elle m'a fait des critiques constructives, donc ça permet des choses que je pressentais aussi un peu, donc qui m'ont confirmé. Exactement pareil. C'est ça. Puis c'est un projet donc Bulle, ça s'appelle. C'est à mi-chemin entre le roman, le conte et le recueil de légendes et de nouvelles. De légendes et de mythes. C'est un projet que j'ai commencé à écrire avant mon 2e roman, qui a été, au moment du Covid, il était déjà fini à moitié. Puis il est resté de temps en temps gagner une ligne ou deux. Puis et puis au bout d'un moment, j'avais envie de le finir parce que j'aime toujours autant l'idée. Dans l'idée, c'est pas vraiment un roman pour enfants, mais c'est enfantin. Je sais pas trop comment le dire autrement. C'est pas conte de fées de Stephen King, hein, j'espère. Non. non, toute proportion gardée, sans prétendre avoir le succès et le talent de Saint-Exupéry, c'est un peu style Le Petit Prince. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un roman. Pour moi, Le Petit Prince n'est pas un roman pour enfants. Mais c'est pour autant quelque chose de très enfantin comme thématique, et c'est pas du tout péjoratif quand je le dis, au contraire. Donc il y a un peu de ça, c'est mon objectif. Donc l'histoire, je vais le pitcher rapidement quand même. C'est un petit garçon qui s'appelle Bulle, qui est dans sa chambre d'hôpital dont il ne peut sortir parce que il doit rester enfermé dans sa chambre d'hôpital sous peine de subir des éruptions cutanées, d'avoir de la température. Donc il en déduit qu'il est un enfant volcan puisqu'il a des éruptions cutanées. Et un jour, un magicien vient dans sa chambre, Zéphyr, lui dit de fermer les yeux et le fait voyager.
Et du coup, c'est aussi une ode au livre avec des clins d'œil plus qu'appuyés à certains des romans qui m'ont marqué. Donc ça peut être du Jules Verne, du Giono, il y a quoi dedans? Il y a putain, j'en oublie mes références. Enfin bref, Saint-Exupéry. voilà, c'est aussi oui, ben, évidemment. Voilà. Et c'est aussi un prétexte à mettre quelques contes et légendes, on va dire que j'avais inventés et à les disséminer dedans parce que justement ça permet de peupler ce monde-là d'un peu de magie, Ça de donne raconter envie. l'histoire de ce monde-là. Ça fait du bien. Ouais. Franchement, ça donne envie d'en découvrir plus. C'est le petit résumé que tu nous as fait et c'est top. C'est super. Bon, merci. Et après, la suite des questions, si je perds pas mon fil. C'était les réseaux et les salons. Ouais. Exactement. Alors, les réseaux sociaux, donc j'ai Instagram, guillaume.rull, tout simplement. J'ai Facebook, même si j'y suis peu ces derniers temps. Donc, ça doit être les guillaume.rull.écrire de mémoire. En cherchant Guillaume Rull, les plumes de l'ours, on le trouve. J'ai mon site internet. Comme je disais, j'ai le Linktree avec tout ça dans ma bio Insta. Okay. Et j'ai aussi une chaîne YouTube puisque mon premier roman, Bulle, Le Marcheur, je l'ai adapté moi-même en dessin animé. Parce que je ne savais pas dessiner et je ne savais pas faire d'animation, donc je me suis dit quoi de plus naturel que d'en faire un dessin animé. T'as fait comment? J'ai dessiné sur des feuilles de papier que j'ai pris en photo. Ensuite, sur l'ordi, grâce à GIMP, qui est un logiciel de retouche photo, mais gratuit, j'ai extrait les lignes, j'ai colorisé. Et ensuite, avec un logiciel de montage, HitFilm Express, qui est l'équivalent de Adobe Premiere, mais en gratuit, et peut-être un peu moins intuitif, je me suis démerdé, j'ai trouvé des astuces pour animer les choses, pour en gros, à part des jeux de calque, animer les choses dessus. Et voilà, j'avais cette idée-là en tête parce qu'en écrivant Le Marcheur, j'avais dans la tête des images qui me venaient et je me disais qu'elles rendraient super bien en dessin animé. Voilà, c'était juste après le confinement où j'avais fait une rupture conventionnelle juste avant le confinement. J'avais eu du pif, donc je me suis retrouvé au chômage pendant quelques mois et j'en ai profité pour faire ce dessin animé où au final j'ai travaillé plus que si j'étais au boulot. Voilà, je me suis lancé un défi que j'ai relevé. Du coup, on peut le consulter sur YouTube. C'est génial. C'est ça, gratuitement. Et d'ailleurs, sur YouTube aussi, il n'y a pas que cette vidéo-là, puisqu'il y a aussi un des poèmes de mon dernier recueil, là, de écrits du pays de l'imaginaire, que j'ai adapté en clip dessin animé. Donc voilà, je me suis simplifié au maximum la tâche là aussi au niveau des dessins, mais voilà. Donc j'ai fait une sorte de clip dessin animé du roman. C'est excellent. J'irai voir ça ce week-end, ça donne envie. Avec plaisir. Et après, donc dans mes projets aussi, en plus de Bulle qui devrait paraître prochainement, j'espère. J'ai d'autres projets dans les cartons. Il y a par exemple Sauvage, un roman assez différent qui est dans mes cartons et qui est, on va dire, entre la moitié et les 2/3 fini, mais qui stagne depuis quelques années. Et j'ai envie de me lancer le défi de Le Marcheur, mon premier roman, en faire une BD maintenant. Mais je m'aperçois que ça va être très très chronophage et que je vais devoir progresser en dessin. Et c'est toi qui une tablette numérique et tout pour dessiner. Là, j'essaye de m'améliorer. J'en ai marre de trouver des feuilles à force de gommer. Je viens de tomber sur Horizon Ténèbres, un poème de Guillaume Rull. Exactement, ça c'est le poème. Ou c'est autre chose? C'est ça. Horizon Ténèbres, c'est le poème extrait de Écrit du pays de l'imaginaire. Et c'est le clip. Et après, en cliquant sur la chaîne, tu trouveras le court-métrage Le Marcheur. Donc c'est un dessin animé de 15 minutes, plus ou moins fidèle à mon roman, puisque mes capacités en dessin m'ont forcé à faire quelques modifications pour ne pas avoir trop de personnages à dessiner, par exemple. Et voilà. Mais il fait quand même 15 minutes, c'est énorme. Ouais, oui. Après, j'y ai passé
l'équivalent de 3 mois à 35 heures semaine. Ah Ok. ouais. C'est en noir et Je l'ai blanc, c'est enfilé a ça? posteriori. Je suis quelqu'un de persévérant. Ok. J'irai voir, avec plaisir. Félicitations, hein, franchement, bravo. Ben, merci. Oups. Et sur et là, je suis en train de réfléchir sur les dernières questions. Du coup, je m'étais préparé à la truc des salons. Donc, je me suis noté les dates. Le prochain salon que je fais, c'est samedi 16 mai à Uglas, un petit bled à côté de Lannemezan, donc dans les Hautes-Pyrénées, dont je suis originaire et où je vis. Enfin, pas dans le bled, mais dans les Hautes-Pyrénées. Donc, à côté de Lannemezan, le 16 mai, je vais bientôt communiquer dessus sur les réseaux. Et ensuite, après, j'attends d'autres réponses pour d'autres salons, mais il y aura aussi en septembre à Ville-Sequeland, à côté de Carcassonne, le salon des plumes indépendantes d'Occitanie, l'association dont je parlais tout à l'heure. Et en octobre, là aussi, d'ores et déjà, je suis assez certain d'y participer à Montgaillard, donc dans les Hautes-Pyrénées, entre Bagnères et Tarbes, en 24-25 octobre, le salon Pierre et Livre. C'est des événements que tu annonces sur les réseaux au moment où tu vas y participer? Ouais, je les annonce un petit peu à l'avance. Là, pour Uglas, je l'ai pas encore fait, mais je vais pas tarder. Et après les autres, ouais, j'essaye de communiquer dessus. Après voilà, j'ai une de mes grandes failles, c'est la communication sur les réseaux sociaux. Disons que je sais mieux me vendre en direct, en discutant avec les gens que faire de la promo sur les réseaux. Donc, C'est pas facile, hein. ouais, et puis c'est chronophage. Et je suis pas sûr d'avoir envie de passer du temps à faire ça. Et comme j'écris pour le plaisir plus que pour en vivre, Au moins, pas de pression. Je fais ce qui me plaît. C'est ça, exactement. Et c'est d'ailleurs un truc que souvent une question qu'on pose, enfin je suppose que vous c'est pareil. Enfin pour l'instant Pierre-Louis pas encore trop, mais souvent on nous demande est-ce qu'on vit de notre plume, et moi souvent ma réponse c'est non, et j'ai pas envie. C'est-à-dire que c'est une passion, j'ai pas envie que ça devienne une obligation. Si demain ça marche et que je deviens millionnaire, très bien. Mais je m'en plaindrai pas. Et si je gagne suffisamment d'argent pour me faire des petits plaisirs à côté, tant mieux. Mais l'objectif, c'est pas d'en vivre, parce qu'en vivre, ça voudrait dire être forcé d'écrire. Et moi, j'ai envie que ça reste un plaisir. Et donc, j'ai pas envie d'écrire parce que je dois écrire, mais j'ai envie d'écrire parce que je veux écrire. Très bien. Donc voilà, ça c'était le petit point philosophique. Et toi, Pierre-Louis, du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets, si tu en as sous le coude, et de tes réseaux aussi? Tu n'hésites pas à faire la pub pour tes autres réseaux, y compris ceux pour le chant, pas de souci. Oh non, c'est pas. Mes réseaux, c'est pas compliqué, c'est celui-ci, donc c'est PL Morel. Je crois que c'est PL Morel auteur ici, il me semble. Et puis sur TikTok, c'est pareil, c'est PL Morel tout court, donc il n'y a pas de auteur à la fin. Voilà, je mets pas forcément les mêmes choses sur les deux réseaux. La seule chose qui coïncide, c'est les lectures que je fais sur TikTok, que je finis par transférer aussi sur Instagram. Mais après, le reste est différent. Donc voilà, ça c'est pour le côté auteur. Pour les projets, pour l'instant, je suis dans la réécriture donc des Lions et l'harmonie perdue, tome 1. J'ai terminé ce premier roman d'une collection que j'imagine qui s'appelle Dans les nuages, et là je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas je suis en relation avec une maison d'édition pour ce projet-là, et voilà, une bonne maison d'édition qui est vraiment selon moi très sérieuse et très bien installée, et je sais pas ce que ça va donner, mais on est en lien, on est en relation, on discute de ce projet-là, donc je croise les doigts et puis on verra bien. Donc ça, c'est pas pour Elion, mais c'est pas grave du tout, et ça me non, et vraiment, et puis comme je disais tout à l'heure au début du live, je pense que Elion finira peut-être en auto-édition, je pense. Par contre, je n'ai aucune notion de ce métier d'auto-éditeur, donc ça me semble très abstrait pour l'instant. Je visualise juste Amazon. Il y a que ça dans ma tête. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus à savoir, mais voilà. J'échangerai avec vous, avec Guillaume, avec plaisir sur ça, quand le moment sera venu.
Voilà. De toute façon, tu verras sur Internet, enfin sur Insta, sur YouTube, tu as plein de tutos, plein de gens qui sont prêts à aider et tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin. C'est vrai que Oui. je pense que Guillaume va te le confirmer, et l'auto-édition, c'est plein de casquettes différentes. Mais Exactement. si tu t'y mets et que tu le fais bien, tu seras pas seul et tu verras qu'il y en a beaucoup qui passent Et par puis là. c'est hyper intéressant. Moi, je sais que pour mon tout premier roman, par principe, j'avais envoyé le manuscrit à quelques maisons d'édition, enfin à une. Grosse, donc je n'ai jamais eu de réponse. C'était Actes Sud, ça fait quand même une grosse maison d'édition pour un premier manuscrit. Voilà, là, mon écouteur tombe. Et en fait, au moment où je me renseignais un petit peu, c'est là où j'ai découvert l'auto-édition. Et en vrai, je regrette absolument pas ce choix-là. Ça a été un choix du coup, puisque j'ai pas envoyé après à d'autres maisons d'édition le manuscrit du Marcheur, ni celui des romans suivants. Parce que il y a une liberté totale au niveau de la création, même Oui. du visuel, de la couverture, de la mise en page, même si voilà, moi j'ai fait quelque chose d'assez classique. Mais ça permet vraiment une liberté géniale, et même pour ce que tu disais d'adapter, par exemple en musique, etc. Tu as une liberté totale aussi quand tu es en auto-édition. Donc Oui, tout à fait. et puis voilà, ça permet en effet, en s'entourant bien ou en soi-même, si on veut tout faire soi-même. Je veux dire, moi par exemple, les couvertures, c'est moi qui ai fait tout moi-même et je le regrette pas non plus. Ça permet aussi de varier les plaisirs. Bon, le côté le plus chiant, ça reste le côté commercial, on va dire, pour moi. Mais je trouve qu'il y a une touche d'authenticité qui est aussi pas mal, quoi. Savoir que l'auteur est derrière ses dessins et tout, je trouve qu'il y a, enfin, tu vois, c'est plus engageant par rapport au lecteur. Tu te dis, ah bah waouh, c'est chouette, quoi. Ouais, et puis à la fin, ça ressemble à ce qu'on veut. Ça n'empêche pas d'avoir entre-temps les phases de relecture qu'il y a dans les maisons d'édition. Sauf que là où dans une maison d'édition, potentiellement, s'il y a des accords entre la maison d'édition et l'auteur, la personne en position de force, c'est la maison d'édition. Moi, dans les relectures, si j'ai un désaccord avec mes bêta-lecteurs, la personne en position de force, c'est moi. Donc c'est moi qui tranche à la fin. Disons que c'est comme ça, c'est quelque chose où personne va me tordre le bras pour en faire autre chose que ce que je veux. Et ça, c'est quelque chose de précieux aussi. Oui, c'est vrai que ce que tu dis, pour moi, c'est important. Je pense que Elion se tourne vers faire ce type de projet un peu, je dirais, atypique, et du coup, ça sera un peu compliqué, je pense, de trouver une maison d'édition. Et même si j'en trouvais une, ce sera une super nouvelle, hein. Si j'en trouvais une, est-ce que cette maison d'édition serait OK pour publier ce roman tel qu'il est, avec l'histoire qu'il a, le concept aussi qu'il a? Je sais pas, on verra en tout cas, mais en tout cas c'est très intéressant et je trouve ça chouette, en tout cas pour moi, d'arriver dans cette période où l'auto-édition est quand même largement répandue, et donc voilà. Après, je pense que comme tu disais, Franzo, c'est que je trouverais plein d'informations sur Google, sur les podcasts, sur ChatGPT aussi, hein, je sais pas, c'est bien aussi de regarder là-dessus. Donc voilà, donc vraiment je me réjouis de la suite pour Elion. Je rebondis sur sur qu'il n'y a Elion, pas que justement. Amazon, au fait. Quoi? T'as dit quoi? Notamment pour le format papier et même pour le format numérique, mais il n'y a pas que Amazon. Il y a d'autres options qui qui permettent d'avoir même plus la main sur le format qu'avec Amazon. Ok, je me réjouis d'y être. Je rebondis sur un message de Little Flower qui dit d'ailleurs, Pierre, ça fait un petit moment que nous n'avons pas eu de lecture d'Elion. Eh ben oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand je me suis retrouvé avec mon pavé et que je me suis dit, alors j'en étais où dans mes lectures sur TikTok, et puis là je lis mon machin, et puis je me dis, enfin mon machin, non, j'adore ce livre, vraiment, c'est super. Mais je me suis dit, ah ouais, et après avoir écrit ce livre pour la jeunesse, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche et je sens que je vais pas atteindre le public que je vise. Et donc, je me suis dit, on va s'y remettre et puis on va le refaire
on va le refaire. Mais du coup, je trouve ça hyper. Alors, pour le coup, ça me demande énormément de temps, mais je trouve ça hyper intéressant de retravailler tout le roman et lui donner un nouveau souffle. Et ce qui est en fait Parce que assez du coup, frustrant. Ouais. Parce que du coup, c'est le fait que tu retravailles ton texte actuellement qui fait qu'on t'entend pas réciter d'autres passages, etc. Disons qu'en fait, effectivement, je me suis dit, mais à quoi bon partir sur le chapitre 13 alors que le chapitre 13, il est en train d'être transformé. Je parle le récit, quoi. C'est-à-dire que l'histoire, c'est la même, mais par contre, dans la tournure de phrase, si vous voulez, je peux vous lire un passage, ancienne version, nouvelle version, pour que vous voyez un peu la différence. Mais clairement, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment, il gagne en fait dans ce format. Peut-être un petit peu moins ampoulé, un peu moins lyrique, mais en tout cas, on avance. Et puis surtout, il y a des moments où c'est dense, et donc faire un peu de ménage, ça fait pas de mal. Et je suis assez surpris. Ouais. Je t'ai pas demandé tout à l'heure, est-ce que tu étais passé par des bêta-lecteurs pour te relire justement? Oui. Non, mais en fait, oui, je suis passé par 5 personnes qui sont des, soit des profs de français, etc., qui sont des amis, soit des personnes qui sont qui ont le goût de la littérature, etc. Et puis, en fait, j'avais assigné un petit peu des missions pour chacun pour pas me retrouver avec une multitude de choses qui reviennent. Donc voilà. Et puis, en fait, comme tu disais tout à l'heure, Guillaume. Après, au final, c'est moi qui suis maître de ce que je vais garder ou ce que je vais modifier, etc. par rapport aux commentaires qui ont été faits. Ils ont souvent été hyper constructifs. Il y a des moments où je me dis non, ça j'y tiens, donc je garde. Mais effectivement, les bêta-lecteurs sont hyper importants. Et donc voilà. Mais après, c'est eux qui t'ont fait la remarque que par rapport à la longueur de certaines phrases, etc. Ou c'est toi qui as pris conscience de ça et qui a voulu le changer de toi-même? Non, j'en ai pris conscience après avoir fini le roman Dans les nuages, qui est plus pour les plus jeunes. Et donc du coup, on fait des phrases moins longues, des phrases moins complexes, un vocabulaire quand même un peu plus accessible. Et après, en retournant comme ça sur Élion, en me disant, qu'est-ce que je vais dire cette fois-ci? Ouh là là, ma phrase, elle fait 5 lignes, c'est une catastrophe. Donc voilà. Et là, je me suis dit, peut-être que en fait, je me suis un peu planté. Et d'une certaine manière, alors, je m'en veux pas, mais je me dis mince, peut-être que toutes ces réponses négatives que j'ai pu recevoir des maisons d'édition, elles se basent sur un format du roman qui n'est pas forcément celui que je voudrais sortir en fait à l'heure actuelle. Mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je renvoie ça aux maisons d'édition en expliquant qu'il a été réécrit, etc. Je suis pas sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis tombé sur récemment au Salon du Livre de Genève sur le stand du Héron d'Argent. Ah. Et donc du coup, tiens. Tu as fait le salon de Genève cette année, du coup, c'est trop bien. Je suis passé en fait. Okay. Oui, je sais. On m'a dit que tu avais voulu y être, mais que tu pouvais pas y aller. Et puis j'en ai profité pour acheter ce livre. Ça t'évoque peut-être quelque chose? Ah mais oui. Tu l'as acheté à Jika grâce à Johanna. Exactement. En fait, elle était là, et puis on a papoté, etc. Parce que je leur disais que j'avais envoyé mon roman, que j'avais reçu une réponse négative. Et puis elle m'avait dit, donc il y avait une autre dame avec elle, et elle m'a dit, mais vous avez réécrit votre roman? Je dis non, alors je vais pas du tout commencer ma réécriture à ce moment-là. Elle me dit ça vaut pas le coup. Mais du coup je me dis, si je l'ai réécrit, si j'ai changé le style, etc. Est-ce que ça vaut le coup que je renvoie? Ça j'en sais rien. Après je sais, tu peux tenter quand même, franchement oui. Ouais, mais je crois pas qu'il fasse de l'ado, le Héron d'Argent. Si c'est trop jeunesse, non. C'est ado, ce serait plus de 12-17 ans, tu vois. Donc, je sais pas. Ouais. Mais du coup, en fait, c'est maintenant en te parlant que je repense à ça. Elle m'a dit, est-ce que vous l'avez réécrit? Et je lui ai répondu non. Mais du coup, est-ce que si j'avais dit oui, est-ce que ça vaudrait le coup que je renvoie mon manuscrit aux différentes maisons d'édition que j'ai contactées, sachant que c'est le même titre de roman, que c'est la même histoire. Grosso modo, il y a peut-être des petites modifications par-ci par-là, parce qu'évidemment, on a toujours des idées qui arrivent. Mais c'est vraiment une question que je me pose. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Tu vois, moi, je suis plutôt de l'avis de Aurore dans le chat. Moi, je serais d'avis qu'il faut tenter. Si en plus c'est des mails que t'envoies, tu perds rien, tu perds pas d'argent en plus à renvoyer des manuscrits papier. Non, donc bon. Après, peut-être en reciblant, peut-être pas le renvoyer à toutes, mais à certaines où tu penses que ça peut être vraiment pertinent qu'ils répondent entre guillemets. Ouais. Je pense que
tu perds rien. Moi, dans Moi, ma c'est vrai tête, que je perds rien. un auteur qui a retravaillé son texte, c'est quelqu'un qui tient à son histoire, qui est prêt à la retravailler, et donc c'est d'autant plus encourageant et ça donne encore plus envie de découvrir l'histoire, quoi, ou de la Ouais, redécouvrir. Je trouve ça positif, moi, tu vois, ouais. à mes yeux. Mais j'avoue que je suis maintenant, j'en ai marre d'attendre. Donc c'est pour ça que je parlais d'auto-édition aussi. C'est qu'à un moment donné, je me dis bon, il faut que ça sorte quoi, parce que je vais pas le laisser comme ça tout seul dans son coin, le pauvre. Enfin voilà. Donc je sais pas, je vais voir. Mais merci beaucoup en tout cas pour les conseils. Merci à Aurore aussi et Ouais, c'est Anaïs sûr qui que veut dire quelque chose. les délais éditoriaux en maison d'édition, ça peut être très très long. C'est vrai qu'il faut prendre son mal en Ouais. patience. Là, moi, je Surtout que viens de même, il n'y a pas signer. que le délai de réponse en plus. Oui, non, mais c'est Non, oui, ça. oui, Je dirais, Tu vois là, après la réponse, il y a encore des délais, quoi. moi, je oui. viens de signer un nouveau contrat là il y a une semaine pour une parution fin 2027. Ah ouais. Donc on a le temps. On a le On a temps. le temps, tout à fait. Ouais. Ouais. L'avantage, comme dit Guillaume, c'est que lui, bah, le jour où son histoire elle est prête, bah, il la publie. Donc, c'est Mais ça c'est ça qui est qui est bien, génial, quoi. c'est ça qui est génial avec l'auto-édition, c'est que vraiment, voilà, tu sors ton truc, etc. Par contre, du coup, est-ce que tu fais appel à des correcteurs, Guillaume, ou pas du tout? Ou tu te fies, Alors, moi, à titre personnel, non, parce que déjà, de base, j'ai quand même de bonnes notions en orthographe, donc ça, déjà, il n'y a pas forcément un trop gros travail dessus. Ensuite, je le passe tronçon par tronçon pour pas avoir à payer sur des sites gratuits où comme ça, déjà, ça me dégrossit le travail. Je le fais relire aussi à des proches, notamment mes parents qui étaient instits. Donc du coup là aussi j'ai quand même un autre tamis. Après moi ils sont pas très très longs mes romans, donc c'est plus facile de ne pas trop se disperser en se concentrant vraiment avec j'ai vraiment deux relectures qui sont spécifiques liées orthographe, c'est-à-dire je me fous du reste. Je ne cherche pas à corriger quoi que ce soit d'autre, ni à comprendre ce que je lis. Je me concentre vraiment strictement sur l'orthographe, Mhm. même des fois en me mettant un morceau de papier et en me dévoilant les mots un par un pour pas être tenté de lire globalement la phrase et de passer Mhm. à côté d'une faute. Donc, et pour l'instant, alors ça m'arrive de déceler une coquille ou qu'un lecteur de temps en temps me dise voilà, il y en a assez peu. Là, récemment, j'ai recorrigé pour les prochaines impressions du marcheur quelques petites fautes qui étaient passées à l'as. Ouais. Mais grosso modo, ça arrive aussi dans les romans de maison d'édition. Ça, je veux Ça dire, la arrive même Et quantité oui. beaucoup plus souvent qu'on le pense, oui. c'est Ouais, ouais, ça. c'est vrai, j'en vois toujours moi aussi. Ouais. C'est ça, à l'échelle de mes romans, enfin, c'est largement dans les clous par rapport à ce qu'il y aurait en maison d'édition sans doute. Mhm. Donc voilà. Moi, je sais qu'à titre personnel, non, mais l'immense majorité de mes collègues auto-édités passent par des correcteurs. Et voilà, ça fonctionne Ouais. bien. Bah, j'aurais tendance à dire que oui, c'est vrai que c'est plutôt bien. Après, c'est sûr, pour l'avoir déjà vécu, même si je m'étais pas lancé en auto-édition, mais j'avais commencé à vouloir le faire, ça a un coût aussi, qui est Mm. pas négligeable pour certaines personnes. L'auto-édition, ça a un coût global, hein. Tu me diras, si on n'est pas comme toi, Guillaume, capable de dessiner, bah, il faut faire appel à un illustrateur. Un illustrateur, etc. C'est ça, ouais, un dessinateur, il faut passer par un correcteur. Donc tout ça, ça demande du temps, de l'argent, de l'implication, et c'est sûr qu'il faut bien l'avoir en Et tête avant à de faire commencer. l'avance de l'argent, un truc tout con, mais moi, pour l'impression, je suis pas en impression à la demande, c'est-à-dire auprès d'un imprimeur, là, moi, c'est un imprimeur en ligne, autre-talent.fr, je commande un stock de livres, et je dois faire l'avance. Et alors, par contre, l'avantage aussi, c'est que je choisis quelle est ma rémunération sur le bouquin. Je sais quel est mon prix d'impression, quel est le prix de mes marque-pages, de mes inscriptions en salon éventuelles ou de mes kakémonos pour les salons. Enfin, je sais, à la louche, je l'évalue. Mhm. Et à partir de là, je peux définir quel est le prix de mon livre et donc quelle est ma marge entre guillemets. C'est ça. Ouais. Moi, le calcul que j'avais fait, c'est dans tous les cas, je voulais des livres avec un prix accessible parce que c'est des romans assez courts.
Et puis parce que je sais que c'est cher les livres et que j'ai envie que un maximum de personnes puissent accéder à mes bouquins. Et en plus, comme je n'ai pas l'ambition d'en vivre, c'est pas gênant si je me fais pas une très grosse marge. Ouais. Donc moi, je sais que mes romans c'est 12 € et mon recueil c'est 14 € pour des questions de, ça m'a coûté plus cher d'imprimer le recueil parce qu'il est plus gros. Après, Et il le faut pas calcul tu que j'ai sois- fait, c'est tu sois que déficitaire non plus, quoi, parce que c'est même ça, si, c'est ça. Moi, ouais. moi, le calcul que j'ai fait, c'est que en gros, à la moitié, une fois que j'ai vendu la moitié de mon stock, je l'ai remboursé. Et donc la moitié suivante, en théorie, elle me sert à avancer les sous pour le prochain. Dans les faits, je la dépense parce que parce que je mange et que je me fais des petits plaisirs et voilà. Mais et que je suis incapable de mettre de l'argent de côté. mais ça c'est un autre problème. Mais sinon voilà, moi le calcul que j'avais fait, c'est en gros à la moitié de mon stock vendu, je suis rentré dans mes frais. Et donc le reste, c'est du bonus. C'est cool. Ouais, C'est le calcul que j'avais fait. bravo. C'est bien pensé, ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut vite là, c'est bien pensé, mais je sais que ça arrive à pas mal d'auteurs qui se lancent en auto-édition, de perdre de l'argent. Et je sais que Ouais. même si beaucoup, comme toi ou comme moi, on n'a pas l'intention d'en vivre, il faut pas perdre trop de sous non Ouais. plus, quoi. Il faut juste ne pas y perdre des thunes, ouais. C'est ça. C'est déjà le premier plan. Mais après, c'est aussi pour ça que je passe par beaucoup d'outils gratuits. En effet, je ne passe pas par des graphistes, je ne passe pas par des correcteurs. J'ai cette chance-là de pouvoir, je pense, m'en passer. C'est pas le cas de tout le monde et c'est pas du tout un jugement de valeur quand je le dis, c'est que on n'a pas tous les mêmes facilités Ouais, dans c'est vrai. certains domaines ou les mêmes affinités. C'est même réalité, pas des ouais. facilités, c'est des affinités parce que c'est chiantissime à mourir de se relire pour l'orthographe. Et alors en plus, si on est dyslexique ou si on a des problèmes avec l'orthographe depuis petit, ça enlève en rien la qualité du roman, mais par contre pour la relecture, ça complique et on est obligé de passer par un professionnel. Et donc toutes ces personnes, c'est logique que qu'ensuite elles doivent vendre leurs livres plus cher que moi. C'est totalement logique puisque ou que ce soit plus difficile de calculer et de rentrer dans ses frais. Parce que il y a des frais en plus par rapport à moi et c'est là où c'est vraiment très différent d'un auteur auto-édité à l'autre. Tout en proposant un produit de qualité aussi. De qualité, ouais, c'est ça. Comme l'auto-édition des fois reste quand même malgré tout des fois mal vue par les plus grands. Ouais. C'est vrai qu'il faut faire attention aussi à ça et il y a quelques auteurs qui continuent. C'est ça, à ne pas que ça ait l'air amateur. C'est ça, exactement. C'est exactement ça, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que t'en as encore qui malheureusement vont finir leur premier jet et ils vont le publier tout de suite, alors que c'est surtout pas ce qu'il faut faire, quoi. Ouais. Faut le laisser mariner au moins un mois de côté et ensuite le relire. Déjà, première étape, avant même de le faire relire à quelqu'un d'autre. On finit, on le laisse de côté, un mois après on relit. Déjà, rien que là, on voit qu'il y a des choses à modifier. Il y a beaucoup de choses à modifier en général. C'est ça. Et voilà, après. Mais ça, nous, on le sait, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement font pas honneur à l'auto-édition alors qu'il y a des petites pépites et justement beaucoup de gens qui se donnent du mal pour montrer que l'auto-édition ça a de la valeur parce que justement ils publient leurs textes trop rapidement sans se relire, en faisant n'importe quoi au niveau du graphisme, etc. Et il faut pas faire ça. Exactement, je suis d'accord. Pardon, vas-y, continue. Non, vas-y. J'ai monopolisé pas mal la parole. Oh, ça va, t'inquiète pas. Non, mais c'est juste que pour Élion, là, quand je relis encore cette version que j'avais imprimée, etc., j'ai encore tellement de coquilles, alors que je l'ai relu, je l'ai écrit, je l'ai relu, je l'ai fait passer par des bêta-lecteurs, donc j'ai relu le roman avec les commentaires de bêta-lecteurs, et je me retrouve encore avec des coquilles, c'est un truc de fou. Ouais, c'est fastidieux. Et je crois que c'est affini, en fait. Et même des fois en se relisant, tu te dis mais comment j'ai pu faire cette faute? Elle est improbable. Ou comment j'ai pu faire cette phrase? ou comment j'ai pu faire cette phrase? En effet, c'est. Et c'est pour ça d'ailleurs que même dans les maisons d'édition qui sont grandes, il reste des coquilles parce que l'œil humain il est pas infaillible. Et que même en se relisant, même en faisant appel à des correcteurs pro, l'erreur, elle peut rester. Et on passe tellement de temps sur le texte. Déjà, nous, en tant qu'auteurs, donc on devient aveugle à force. On voit plus.
Mais alors des professionnels qui vont passer aussi dessus une ou deux fois, c'est possible que ça. C'est pour ça que ma tactique de la feuille pour me masquer la suite de la phrase, parce que même quand on a un livre devant nous, en fait, on a l'impression qu'on lit mot après mot, mais notre cerveau, il fait déjà un mix de tout ce qu'il voit sur la page et il anticipe les choses. Et le fait de se masquer les choses, ça permet justement d'éviter en partie cet effet flash, on va dire, de l'œil. Et du coup, ouais. Et après, il y a aussi un truc, c'est un travail infini, la réécriture, parce que on est les plus critiques sur notre bouquin. Moi, je suis le premier à me dire la première fois que je l'ai fini, je me dis putain, mais Victor Hugo, il peut aller se rhabiller, chef-d'œuvre. Bon, deuxième lecture, tu te dis bon, c'est bien. Troisième lecture, tu te dis putain, mais c'est de la merde. Comment j'ai pu pondre cette daube? Alors que c'est le même bouquin. Hein, c'est donc c'est voilà, on a aussi nous en tant qu'auteur le syndrome de l'imposteur un peu, et donc une difficulté à aussi avoir un regard critique, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, sur notre propre travail, et qui fait que à ce niveau-là, c'est bien aussi d'avoir des bêta-lecteurs qui te disent non, c'est bon, il est fini ton roman, arrête de le retoucher. Ouais. Là, il est bien. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter aussi. Ouais. Il faut savoir dire stop, j'ai été au bout de ce que je pouvais faire et il faut se lancer. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est ce que je rencontre avec Elion actuellement, c'est-à-dire que là, comme je le retravaille totalement, je me dis mais en fait ce travail-là, je pourrais le refaire encore dans un an, je pourrais le refaire encore dans un an, parce qu'au final, il y a même des choses que je modifie parfois, pas dans la trame globale, mais des petites choses, des petits ajouts, des petites choses. Ah tiens, j'avais pas pensé à l'époque quand j'avais écrit, mais là ça pourrait être intéressant de le mettre, etc. Et en fait, si on la publie jamais, si on la grave pas dans le marbre, à un moment donné, cette œuvre, on pourrait y revenir dessus encore et encore, quoi. Enfin bref, ouais. c'est quitte à ce que peut-être sur la forme ça s'améliore, mais qu'au final ça perde un peu de la sincérité que ça avait au début. Et ça c'est ce que je disais à propos de mon recueil écrit du Pays de l'Imaginaire, où j'ai pas voulu retoucher au fond et autre chose qu'à l'orthographe des textes que j'avais écrits même jeune, parce que sinon ça perd cette spontanéité qui est nécessaire aussi dans l'écriture, et cette sincérité de à l'époque j'ai écrit ça parce que ça avait du sens. Et ce sens-là, même si nous on a évolué et donc on le voit différemment, en fait, c'est pas pour autant qu'il est pas pertinent. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais si. C'est ce qui fait toujours la différence entre nous et une machine, quoi. Les émotions et la sincérité. Exactement. C'est pour ça qu'on n'est pas de l'IA. Exactement. Non, exactement. La plume aussi évolue et c'est pour ça qu'on pourrait retoucher sans fin. Oui, c'est vrai. De l'authenticité, je trouve que la réécriture trop poussée lisse l'histoire. C'est dommage. Oui, c'est pas faux. Ouais. C'est des fois les petites imperfections peuvent. Alors, c'est toute proportion gardée, évidemment. Il y a un certain niveau de modification qui peut être nécessaire, mais les petites imperfections peuvent faire justement le charme du livre et peuvent y apporter une touche de poésie, et de sincérité, de choses qui va nous accrocher et qui va nous faire rentrer dans l'histoire. Des fois, c'est Après, pour faire le parallèle avec ce que je suis en train de réécrire moi, je me rends compte quand même qu'aussi, il y a des moments où je me dis ah non, ça je peux pas l'enlever, même si c'est un peu lyrique, ça part un petit peu, voilà. Mais pour moi, ça, il y a vraiment des moments où je me dis ça je peux couper, puis il y a des moments où ça je me dis ça faut que je le garde parce que pour moi c'est important, et puis enfin voilà, ça fait partie du récit. Et donc je pense pas que est-ce que je dénature l'original? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais plus si c'est une amie ou un ami qui m'a dit ça il y a quelques jours. Il m'a dit, en tout cas, si un jour ils veulent faire un film de ton livre, au moins tu auras ta première version qui sera encore plus étoffée, où tu auras encore plus d'éléments pour les scénaristes. Bon, on n'en est pas là du tout, hein. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'effectivement, on est obligé. Enfin, je me sens un peu obligé d'élaguer pour arriver à une histoire qui avance et qui perd pas sa saveur. Qui avance, qui perd pas sa saveur et qui reste accessible à un lectorat assez large quand même, malgré tout. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis, j'avais juste une petite question. Est-ce que vous connaissez, et si oui, qu'est-ce que vous en pensez de Wattpad? Jamais utilisé. Je connais moi de Wattpad, mais pareil que Guillaume. Tony, dommage qu'il n'est pas là ce soir parce que lui, il a écrit ses histoires d'abord sur Wattpad.
Ouais. Mais alors je sais que Wattpad ça peut être un bon exercice et qu'il y a une belle communauté là-bas. Par contre, je crois, mais peut-être que je dis une bêtise, hein, vous me corrigez dans le chat si ça m'est le cas, mais je crois que Mm. pour vraiment être connu sur Wattpad, je crois que ça marche au nombre de vues un peu, etc. Et je pense qu'il faut avoir une grosse communauté. Souvent, les textes qui sont publiés issus de Wattpad sont des gens qui sont un peu, je dirais pas populaires, mais c'est pas forcément l'histoire en elle-même qui a le mérite d'être mise en avant, mais plus la personne et son compte. Je crois que ça Mm. marche un peu comme ça sur Wattpad. Et D'accord. après, ça reste une plateforme d'écriture et dans un sens, c'est pas mal, je trouve quand même, malgré tout. Ouais, bon, ok, c'était juste une question. Ah bah tu vois, Aurore, tu as commencé sur Wattpad, bah n'hésite pas, si j'ai dit une bêtise, n'hésite pas à le dire et dis-moi ce que tu en penses justement de Wattpad. Je sais Ouais, qu'il y a tout à beaucoup fait. d'écrivains. C'est quelque chose que tu voulais faire, écrire là-bas, Pierre-Louis? Non, c'est juste que en écoutant des podcasts, etc., j'entends parler parfois des auteurs signés en maison d'édition qui disent avoir commencé sur Wattpad, etc. Ok. Donc ça m'intrigue. Après, ce que je trouve assez satisfaisant dans le principe de Wattpad, c'est de se dire, c'est le côté un peu Netflix, c'est-à-dire on publie au fur et à mesure des épisodes, etc. Et je trouve ça plutôt cool en tant que lecteur et puis aussi en tant qu'auteur, parce que finalement on donne des petits morceaux au fur et à mesure pour offrir une œuvre Est-ce complète à la que, fin, quoi. est-ce que ces petits morceaux justement, c'est une question, hein, Pierre-Louis, je sais pas, mais dans ma tête, il fallait, tu vois, quand tu postais un chapitre, il fallait qu'il soit lu ou qu'il obtienne un certain nombre de vues pour déclencher un autre chapitre. C'est pas ça Wattpad à la base? Genre, c'est à moi que tu demandes ça? Ouais. J'en sais rien du tout. Ok. Il me semblait que ça marchait comme ça, tu vois. Je Il me me suis semblait que, déplacé, excusez-moi, c'est parce que je On est commence à en ne plus train avoir d'aller beaucoup de batterie. on est en train d'aller dans l'antre de Guillaume. Attention, Non, non, je prenais mon l'ours va chargeur. sortir. ouais, bah, tu vois, dans les commentaires, on disait les gens qui ont percé, qui ont commencé, c'est des gens qui ont commencé il y a longtemps sur Wattpad. La vague est peut-être passée. C'est ce que Oui, j'ai je cru sais que comprendre aussi, parce que j'ai interrogé des personnes effectivement qui étaient qui ont fait du Wattpad à une époque, mais la plupart des personnes disent ouais, alors maintenant on s'y perd un petit peu. Bon, ouais, et voilà. puis je sais qu'il y a, enfin, je connaissais des auteurs qui écrivaient très bien, et ils avaient des histoires de qualité, mais qui étaient noyés dans la masse d'histoires là-bas. Et comme ils n'avaient pas de communauté, pas de gens qui likaient en gros Mhm. leur histoire, bah, ils restaient anonymes alors qu'ils avaient écrit des très bons textes qui auraient pu être mis en avant, mais qui n'étaient pas Mhm. plébiscités par la plateforme parce que c'était pas le fonctionnement de Wattpad à ce moment-là. Peut-être que ça a changé hein, depuis, je sais pas du tout. Mhm. Après, Côté ce romance, problème ah de oui, visibilité, effectivement. c'est un Ah, c'est problème ça, qui ok. est inhérent aussi à l'auto-édition, de réussir à gagner en visibilité. Moi qui suis pas un champion de la communication sur les réseaux sociaux, je pense que voilà, enfin, faudrait que j'y passe un temps monstrueux. En vrai, c'est plutôt ça le point négatif de l'auto-édition, et je pense que sur Wattpad, c'est à peu près pareil. Il faut Mhm. réussir à communiquer sur son truc pour que les gens puissent le lire et ensuite euh, convertir ça en des gens qui le lisent, quoi, vraiment. Ouais, ouais, tout à fait. Pas évident en tout cas. Non. Après, ça peut rester encore une fois un bon exercice pour se lancer et même pourquoi pas proposer des textes en mode anonyme et voir ce que ça donne aussi, hein. Ça peut être pas mal. Mm. Ouais, ouais. En tout cas, je sais pas comment tu fais, Franzo, parce que tu fais 10 000 trucs sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment tu trouves le temps. Bah après, je suis fonctionnaire. Oh, le cliché! Ouais, un peu le cliché quand même, hein. Non, j'avoue, j'y mets du temps et c'est quelque chose que j'aime bien. Après, en toute transparence, ça n'a jamais eu un gros impact sur mes ventes de livres. Donc, je fais la part des choses entre l'auteur qui vend en salon, qui vend en librairie, et les gens qui me suivent. Je pense que les gens qui me suivent sur Instagram, par exemple, me suivent parce qu'ils m'aiment bien, que parfois ils se reconnaissent dans certains posts, mais ce sera pas forcément des lecteurs qui vont m'acheter des livres. Donc c'est pas Mm. parce que je passe du temps sur Instagram, que j'ai une belle petite communauté, etc., que je vends autant que n'importe quel auteur, comme Guillaume par exemple, ou toi dans le futur par exemple. Ça a Hmm. aucun lien et j'ai aucun souci à le dire en toute honnêteté.
Moi, je sais que je passe pas assez de temps, alors sur les réseaux, mais même à m'occuper de ma propre commercialisation en règle générale. Alors que et donc j'ai des chiffres de vente qui sont pas folichons par rapport à certains collègues auteurs. Par contre, je sais qu'en salon, je suis systématiquement dans ceux qui s'en sortent bien sur le salon parce que le contact humain, parce que les gens ont le livre entre les mains, le feuillettent, etc. Et parce que sans doute qu'à l'oral, en direct, en live, les choses passent bien et que j'arrive à, entre guillemets, à me vendre. Donc c'est chacun a des facilités et puis tous les styles ne se prêtent pas aussi à la vente sur les réseaux sociaux et sur Internet en règle générale. Par exemple, les e-books et tout, je pense que c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner sur de la romance, sur ce genre de littérature. Mais qui sur de la littérature générale comme moi est beaucoup plus compliqué. Parce que le public n'est pas forcément celui qui va aller acheter des e-books. Tu vois, j'ai eu la même expérience que toi, Guillaume, quand j'ai sorti mon témoignage. J'ai vu que c'est pas que ça intéressait personne, mais j'ai vu que sur le Bookstar, en tout cas sur notre communauté, c'était pas le genre littéraire qui plaisait plus et ça a pas pris sur les réseaux quoi. Et du jour où j'ai sorti un roman avec de la romance et du fantastique, j'ai vu la différence, ça a fait ça quoi. Parce que justement, c'était pas le même public sur les réseaux. C'est ça, moi Ouais, souvent. Ouais. Non, vas-y. Vas-y. Non, j'avoue que voilà, le Bookstar, je regarde ça un peu de loin. Et je sais pas, je trouve, je sais pas, je crois que je trouve ça assez malsain en fait. Ouais, et puis je sais pas, ça tourne un peu en rond, et puis je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe un peu et quelque chose qui ne me plaît pas en tout cas. Mais bon, voilà. Bah justement, alors si t'es dans cette optique-là, comme dit Guillaume, ça sert à rien de se forcer de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui, mais j'ai vu mon truc, etc. Et si jamais après, tu pars en auto-édition, de toute façon, la communication sur les réseaux, comme je te dis, suivant ton style littéraire, de toute façon, c'est pas ça qui te fera vendre. Moi, je le dis en rigolant, mais souvent, mon public, c'est les vieilles. Parce qu'en salon, si je regarde l'immense majorité des personnes qui vont acheter mes romans, c'est plutôt des femmes d'un certain âge, si ce n'est d'un âge certain. Mais parce que la littérature générale, c'est souvent ce public-là. Et c'est un public qui n'est absolument pas sur les réseaux sociaux et qui ne va absolument pas chez l'ebook. Donc, c'est un canal qui permet toujours d'avoir des infos, d'échanger avec des auteurs aussi, comme ce soir, etc. Ouais, après, c'est peut-être aussi moi un biais, un biais de vision. Parce que clairement, tu vois, sans les réseaux, tous les deux, je vous aurais pas connus. Pierre-Louis, c'est pareil, hein, je serais pas tombé sur tes vidéos où tu présentais ton univers et qui m'intéressait grave. Jamais j'aurais découvert l'histoire des lions, tu vois. Donc. Oui, mais enfin clairement, moi, je profite totalement et je trouve qu'encore une fois, on est à une époque où on peut profiter de certaines choses que d'autres pouvaient pas avoir avant nous sur l'auto-édition, sur les réseaux sociaux. C'est comme une chance énorme. Même dans mon projet musical, la majorité passe par les réseaux sociaux. Je veux dire, je suis pas sur TF1, je suis pas sur M6, donc il faut bien trouver un moyen d'être visible. Donc les réseaux sociaux, c'est une aubaine pour toutes les personnes qui n'ont pas on va dire ce carnet d'adresses, disons. C'est ça, ouais. Oui, puis ça reste quand même un moyen de promotion aujourd'hui en 2026 qui est quand même pas mal, même si certaines personnes vont vendre beaucoup, d'autres moins. Ça permet quand même de présenter son univers. Les lecteurs, les lectrices, ils aiment bien voir qui se cache derrière des fois le livre qu'ils ont aimé. Et puis mine de rien, ça peut avoir un effet boule de neige et c'est une sorte de carte de visite. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Tout à fait. Oui, tout à fait. Non, mais c'est hyper important. Et puis moi, je suis hyper content d'être sur les réseaux sociaux, même si je trouve que, comme tu disais tout à l'heure, c'est assez chronophage. Je veux dire, voilà, faire une vidéo de lecture, ça peut prendre vite du temps. Alors, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est les vidéos de lecture qui sont aussi chantées, parce qu'il fallait que je compose un petit bout de mélodie, machin, tout ça. Voilà, ça prend vite du temps. Sans parler d'une chanson complète qui là vraiment demande beaucoup de travail, et puis surtout que je suis quand même un grand, personnellement, je m'éloigne, un grand féru des chansons d'Alan Menken qui a beaucoup composé pour Disney. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à écouter les chansons, comprendre l'harmonie, les mélodies, etc., comprendre comment
ce qui faisait cet effet, voilà, cet effet waouh de ces chansons. Et du coup, ça prend énormément de temps, quoi. Mais je m'éloignais des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps, mais c'est quand même hyper enrichissant aussi. Tu vois, j'ai Anaïs qui dit si je peux me permettre un partage personnel. Quand je suis arrivée sur le Bookstagram, j'étais uniquement lectrice et ça m'a permis d'avoir envie de me lancer dans l'écriture grâce à des belles rencontres. Ouais, C'est top. tout à fait. Oui, oui, donc c'est vraiment. De toute façon, c'est bénéfique, hein, de toute façon. Mais après, moi, je crois qu'au-delà de Bookstagram, qui est ou BookTok, enfin bref, selon la plateforme. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression d'arriver dans une espèce de dessin d'ego, de machin. Je sais pas trop quoi, ce qui se passe là-dedans. Et moi, par nature, j'aime pas appartenir à une communauté. Je me sens pas appartenir à une communauté quelle qu'elle soit, et encore moins à une communauté digitale, quoi. Ouais, bah, ça se comprend. Bah, alors, comme disait Guillaume tout à l'heure, ouais, ne te force surtout pas, mais de toute façon, Non, vu fais ce ton que j'ai envie de caractère, faire. voilà, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Tu m'as l'air plutôt dans cette optique-là et c'est très bien, en vrai, c'est très bien. Et ben, je crois que c'est pas trop mal. Aurore, les réseaux créent du lien pour nos œuvres, mais humain également, il faut fouiller par contre. Oui, oui. Oui, Ah, ça voilà, c'est puis, sûr, hein, c'est dans les algorithmes, ils nous refilent tout le temps les mêmes trucs, hein. ça, Ça. après, s'il y a des trucs que vous supportez pas, ben, vous faites comme moi, vous bloquez. Moi, c'est ce que je fais. Quand il y a des comptes ou des choses que j'aime pas voir, ben, je bloque et puis ça permet de limiter un certain algorithme non voulu. Exact, tout à fait. Et puis, je vois qu'il est 10h33, donc c'est plutôt pas mal. On a duré une demi-heure de plus que normal. Vous Ouais, voulez on a une petite parlé, on a chanson pour parlé. vous aider à dormir? Allez, vas-y. Ah ben, Oui, allez. avec grand plaisir. Je vous fais la chanson de mon personnage Elion, ça s'appelle Libre comme l'air, mais je fais pas la chanson en complet parce que sinon ce sera beaucoup trop long. Mais je peux faire juste les débuts si vous voulez. Avec Après, grand plaisir. Avec plaisir. si vous me dites non, je le prendrai extrêmement mal, mais c'est pas grave, je peux comprendre qu'il est tard et que tout le monde a besoin d'une petite verveine et d'aller au lit. Mais Non, vas-y, on a tous envie. Avec grand plaisir. on a tous envie. Oui, et je mets aller dans le chat. De toute Allez. façon, sinon on se fait taper, donc. Bah oui, clairement. Donc voilà. Je vais passer l'introduction parce qu'il est très tard. Je sens qu'il va falloir qu'on aille vite faire dodo. Alors, est-ce que vous entendez le piano? Oui. Est-ce que vous entendez ma voix? Oui. Parfait. Rêvant de m'évader de ma cage dorée, je chante de plus belle, les yeux perdus dans le ciel. À chaque aube je lutte pour atteindre mon but, poussé par les ailes du désir. Je finirai par devenir libre comme l'air. Je m'envole à tire d'air, libre comme l'air, prêt à chanter aux quatre vents, libre comme l'air. Ben bravo. Bravo. On s'y croirait, non? Ben ouais, carrément. Et je ouais. comprends ce que tu disais à propos de Disney. En effet, on est dans cette veine-là, ouais. C'est chouette. Ouais, parce que... Mais je m'éclate. Ah ben, j'en C'est doute ça, pas. Non, mais c'est il chouette, doit- vraiment. J'ai eu l'impression, c'est ce que je dis dans le chat, d'avoir entendu Aladdin ou Hercule de Disney. Oui, effectivement, bah, parce que j'adore ce compositeur, j'adore Alan Menken. C'est vraiment pour moi un génie. Enfin, il a vraiment fait toutes les chansons que tu as évoquées. Il a fait La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas, Hercule. Il a fait aussi Réponse. Il a fait Il était Quelques-unes, une ouais. fois Le Bossu de Notre-Dame. Je veux dire, c'est des chefs-d'œuvre. C'est juste incroyable. Donc voilà. Et j'avoue que personnellement, moi qui aime beaucoup Disney, je suis un petit peu en manque de très bonnes chansons dans les Disney actuellement. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de facilité. Et, après, il y a quelques chansons de La Reine des Neiges qui sont vraiment très très bonnes, mais pas toutes malheureusement. J'ai bien Bref, aimé, mais on s'éloigne complètement. Non, c'est pareil, hein, je pourrais en parler des heures, mais j'avais bien aimé le Disney Pixar Coco et j'ai trouvé que les musiques étaient belles, mais Oui, c'est différent. effectivement.
Ne m'oublie pas. Ouais, Exactement. Ouais, mais il est magnifique ce film. oui, il est très, très magnifique. Et ben, je crois que sur cette note de musicalité, on va mettre fin du coup à ce dernier épisode de la saison 4 de la Nuit des auteurs. C'était parfait. Eh ben, C'est pas c'était en tout cas. Merci beaucoup pour l'invite, en tout cas. Ah, merci Ouais. à vous deux. Franchement, vos deux univers, c'était magique. Ça donne vraiment envie d'en savoir plus. J'espère vous croiser un de ces quatre, que ce soit en salon en tant que visiteur ou en tant qu'auteur. J'espère que ça se fera. Mais j'espère aussi, parce que bon, Mais on n'est pas à j'espère côté aussi, quand ouais. même, mais ça peut se faire. Ouais, ça peut se faire. Ouais. Ouais, ça va, des Pyrénées aux Alpes, c'est pas comme s'il y avait... C'est des montagnes, c'est pareil. Ouais, c'est ça, ça monte, c'est tout, ouais. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment un très très chouette moment. Et, Ouais, c'était cool. et puis, au plaisir de se croiser, de s'écrire, de se donner des nouvelles. C'est clair. Et puis voilà, plein de bonnes choses pour les projets. Et Pareil. on se réjouit de la suite. Et hâte que on sache cet Élion, ce qu'il devient, histoire de savoir, est-ce que tu es parti en maison d'édition, est-ce que tu pars en auto-édition et voir Je ce vous que ça dirai. devient. Ouais, on veut voir ça sur tes réseaux, même si Écouter, t'aimes pas ça. En tout cas, ouais, j'ai vraiment hâte. C'est pour ça que là, je me dis, voilà, faut renvoyer le projet à d'autres maisons d'édition, enfin, ou aux mêmes maisons d'édition. Je me dis, est-ce que j'ai le courage de ça? Je sais pas, je verrai. On verra. Step by step. Exactement. Là, c'est un peu, il faut que j'avance comme ça, sinon je m'en sors pas. Exactement. Eh ben, écoutez, merci à vous deux, merci à toutes les personnes qui étaient dans le chat, amis et inconnus. C'était très très sympa d'avoir toutes ces réflexions en live. Ouais, Donc exactement. très très beau live. Merci encore. Merci encore. Eh ben, merci merci François, beaucoup. merci Guillaume. Et puis on vous pensez Merci à à vous Tony deux qui a pas aussi pu être là. et à Ouais, tout le une pensée à public. Anthony, ouais, et à tout le public. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.